Après plusieurs années de croissance soutenue et d'atteinte de sommets historiques, l'immobilier traverse aujourd'hui une période plus délicate. Nous vous faisons part de notre vision de la situation, vue du terrain, accompagnée d'experts, mais aussi de personnes qui n'y connaissent rien du tout. En suivant ce podcast, nous vous présenterons des agents immobiliers de toute la France, de tous les réseaux indépendants, et également des entrepreneurs, des passionnés qui changent la vie des gens au quotidien, comme toi. L'objectif de cette expérience est de vous partager nos passions comme nous les vivons, d'échanger et d'apprendre avec vous. Conscient de mes limites et soucieux de vous offrir le meilleur, je me suis entouré d'experts passionnés. La première personne que je vous présente sera mon complice tout au long de cette aventure. Il est exceptionnel et ma vie sans partage n'a pas de sens, alors je vous l'offre. Tu es Christophe Al-Youssef, tu as 44 ans, tu es dirigeant du groupe Rive Droite Rive Gauche Immobilier depuis 20 ans et consultant de l'émission Proprio à tout prix diffusée sur les chaînes du groupe M6. Tu as transmis ta passion à des centaines d'agents immobiliers, accompagné des performeurs. Voilà pour ta présentation, mais l'émotion et les rapports humains ayant une grande place dans ta vie et dans notre vision à tous les deux, voici la personne que j'ai le plaisir de côtoyer. Tu es marié, père de 2 enfants, petit bonhomme charismatique au physique que l'on n'oublie pas. Tu marques les esprits par ta personnalité bien trempée, toujours avec le sourire, comme tu l'as là. Tu t'attaches aux personnes et souhaites les voir réussir et s'épanouir à tes côtés. Touchant et sincère, tu es incapable de dire non. Tu promets des choses que tu ne peux pas réaliser et investi de ta mission, tu finis par les faire. Tu es enthousiasmé d'un rien. De tes origines syriennes, tu as pris le Yallah Spirit. Quand nous te disons « Oh non, on laisse tomber », toi tu réponds « Mais non, c'est bon, on y va ». La profession a beaucoup de chance de t'avoir. Je suis Michael Coelho, accompagné de Christophe Al-Youssef et je vous souhaite la bienvenue dans Dis-nous tout, on efface tout. Dis-nous tout, on efface tout. Ah, carrément cette intro, j'ai tellement hâte de tourner le prochain podcast. C'est vrai ? J'adore. Christophe, t'es dans l'immobilier depuis tes 25 ans ? Non, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans et depuis tes 19 ans. Exactement, c'est ça. Et t'as commencé l'IMO parce que tu voulais travailler en costard cravate. Voilà la petite anecdote pour commencer. Voilà, c'est ça, quand tu racontes les anecdotes aux amis, après ça ressort comme ça. C'est là, ok, je prends note. Ok. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il n'y aura rien qui sera effacé, même si on dit qu'on efface tout. C'est juste le principe en fait. Allez, vas-y, explique alors. Non, c'est vrai que j'avais 19 ans, j'étais en fac de droit et je voulais rentrer dans le monde du travail. Et la seule chose que je voulais à ce moment-là, en plus de gagner de l'argent, en fait, je voulais 2 choses pour être précis. Travailler en costard-cravate, c'est vrai. Et c'était pourquoi le costard-cravate ? C'était pour l'image ? Parce qu'à l'époque, ça avait une connotation. À ce moment-là, quand tu as 19 ans, c'était l'image de la réussite, de quelqu'un Et la deuxième chose qui était indispensable pour moi, c'est que je voulais absolument être payé à la commission. C'est-à-dire que je voulais pas de plafond sur ma rémunération. Si je travaillais bien, je voulais avoir la récompense qu'elle allait avec. Et si j'en glandais pas une, tant pis pour moi. Mais c'était important de pas avoir quelque chose de fixe, que je travaille bien ou pas bien, quoi. D'accord. Tu voulais que le fruit de ton travail t'apporte plus si jamais tu mettais plus d'investissement, plus de cœur, plus de tout. Exactement. Et c'est un des principaux avantages de ce métier, c'est qu'effectivement, la rémunération est proportionnelle. Alors, pas malheureusement au travail, mais à nos résultats. D'accord. Mais en règle générale, le travail amène des résultats. Donc, bien sûr. Et t'as commencé où du coup ? J'ai commencé à Cachan, là où j'habitais, dans l'agence Guy Hockey, qui venait d'ouvrir, et Jean-Marie de Souza, je m'en rappelle, qui m'a donné ma chance. Donc c'est quelqu'un qui a compté pour moi. Je lui avais laissé un CV comme ça, et puis il avait quelqu'un qui avait déjà été embauché, qui a pas tenu, et du coup il m'a rappelé, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et nous on s'est rencontrés il y a 10 ans. Tu te rappelles de la rencontre ? Ouais, je me rappelle. Vas-y, raconte. Je veux voir si tu t'en rappelles bien ou pas. Alors bien, je sais pas, t'as une meilleure mémoire que moi, mais je m'en rappelle suffisamment pour savoir que tu m'as marqué et que j'ai gardé le contact avec toi. Tu travaillais à l'époque pour Archideco, qui venait d'arriver en France. Archideco, c'était une société qui proposait des homestaging, la première société d'ailleurs qui proposait du homestaging virtuel. Et donc tu étais venu nous présenter à l'époque avec mon acolyte Arnaud ce service qu'on a adopté d'ailleurs. Alors, je sais pas si c'était par rapport au service ou par rapport au fait que tu nous l'avais bien présenté, mais s'en est suivi une collaboration de 2-3 ans avec Archideco. Et après, tu es un ancien de Century aussi, moi aussi. Enfin, on s'est découvert plein de choses en commun, avant tout nos valeurs d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est bien si tu te rappelles de ça. Ça ressemblait à ça. Hein. Tu t'en rappelles pas plus, si, je me fait. rappelle que la première fois, tu avais un problème avec ta voiture et on l'avait décalé. On s'était revus et puis c'est vrai qu'après on a eu plein de choses à se dire tout de suite. Ah ouais, ça je me rappelais pas de la voiture, mais je te crois sur parole. Pour moi, perso, c'était pas un échange commercial où je venais vendre quelque chose. J'ai vraiment senti que je te passais une vision, quelque chose, une façon de voir les choses et que toi t'as adopté et ça t'a parlé tout de suite. Ouais, mais c'est pas un hasard si toi
tu as travaillé pour Archideco qui était précurseur en la matière, et si moi, à mon niveau, j'ai accroché avec Archideco parce que j'ai toujours eu une vision effectivement de chercher à faire des choses différemment, à faire autre chose que ce que tout le monde fait, et je crois qu'aujourd'hui c'est devenu même ton leitmotiv. Comment tu dis exactement? Vas-y. Je sais pas, c'est quoi? C'est d'abattre les vaches sacrées. Je crois que tuer les vaches sacrées. Ah, pourquoi? Parce que ah non, j'aime bien moi ce concept. Non, faudra l'expliquer effectivement pour que les gens comprennent, mais non, enfin quand tu m'en parles, c'est en fait l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de dogmes dans l'immobilier, des choses qu'on a l'impression de ne pas pouvoir toucher, et c'est vrai que t'aimes bien toi passer outre et créer des choses qui n'existent pas encore, et c'est vrai que c'est un peu mon leitmotiv aussi, quoi. D'accord, bon, c'est trop bien là-dessus. T'as monté toi ton agence il y a 20 ans. Tu te rappelles des débuts ou pas? Ouais. Le début, la première année, comment ça s'est passé, ce que tu voulais faire? Ouais, c'était avant tout une aventure humaine que j'avais vécue avec mon beau-papa de l'époque, le papa de ma fiancée. Donc on avait créé cette société. En fait, c'est parti du fait que j'avais plus envie de travailler selon. Alors encore une fois, je le remercie, Monsieur De Souza, mais il avait sa vision de l'immobilier, j'avais la mienne, et on était arrivé au bout d'un moment où elles étaient plus compatibles, et je voulais mettre en place ma vision de l'immobilier. Et donc c'est pour ça que j'ai créé l'agence à Sèvres sous franchise Keops à l'époque, donc en 2003. D'accord. Et ça a été très très compliqué le début. Très compliqué. Pourquoi? C'était le marché? Non, le marché était porteur. C'est juste que j'avais 23 ou 24 ans, et que il y a beaucoup de différence entre être un bon commercial, ce que j'étais, être un bon manager, ce que j'étais un peu moins, et surtout un bon directeur gérant, ce que je n'étais pas du tout. Et c'est vrai que j'avais 3 casquettes à ce moment-là à endosser, et j'avais pas forcément ni les épaules ni le costume pour. Donc j'ai beaucoup payé pour apprendre les premières années. Ouais. Et puis après, je pense que tu as eu de beaux moments aussi. Ouais. Et ta plus grande réussite, c'est quoi? Est-ce que tu as un moment marquant, plus que les autres, dont tu peux nous parler là? Ouais, bien sûr. C'est parce que je l'ai partagé avec Arnaud, donc qui a partagé quand même ma vie professionnelle. C'est qui Arnaud? Alors Arnaud, c'est vrai que j'en parle comme si tout le monde le connaissait, même si beaucoup le connaissent. Je parle d'Arnaud Motreff, qui est un ami d'enfance, donc je disais, qui a partagé ma vie professionnelle pendant 11 ans, mais ma vie professionnelle depuis 35 ans. Et c'est quand quand il a performé dans le réseau Century 21 en finissant meilleur vendeur en chiffre d'affaires et meilleur vendeur en unité de vente, tout court, et qu'on s'est retrouvé au Palais des Congrès à être célébré, etc., qu'on est monté ensemble sur scène, et c'est vrai que c'était un moment qui était une sorte de concrétisation, je sais pas comment te dire, mais les étoiles, vraiment, le truc, c'est l'épanouissement. J'avais même peut-être jamais pensé, même si c'était l'objectif. Chez Carnot, il est comme ça, il a un objectif, il le suit. Mais c'était pas un rêve fou. Et rapidement, je te raconte l'anecdote, c'est que avant de rentrer dans le réseau Century 21 en mai 2014, on était bien. On faisait du chiffre, c'était correct, etc. Mais on savait pas si ce qu'on faisait par rapport à d'autres, c'était fou, c'était juste bien, c'était moyen. Il n'y a pas de mesure. Et vous pouviez pas vous comparer à quelqu'un et vous rendre compte. C'est exactement ça. Et quand on est rentré dans le réseau Century 21 en mai 2014, on a fait du coup notre première convention en mars 2015 à Cannes. Et là, on s'est pris une gifle monumentale. Je nous revois. Déjà, on a passé 2 jours extraordinaires. On a fait la fête, on a bien mangé, on était à Cannes, au bord de la Croisette. Enfin bref, c'était vraiment très sympa. Et dans le train du retour, on était éclatés. On venait de voir Michael Aguilar et Philippe Bloch. Je me rappelle, c'était les 2 intervenants de l'époque qui nous avaient scotché, parce que nous, en indépendant, on n'a jamais eu accès, à ce genre de... à des conférences comme ça, avec des personnes qui viennent partager. Donc, on s'était pris 2 gifles monumentales, et dans le train, on était fatigués. On se regarde avec Arnaud, on se dit, mais attends. Et là, il y avait justement, excuse-moi, dans la convention, les classements. Un tel a fait tel chiffre, telle agence a fait tel chiffre. Et là, on s'est dit, mais attends, mais si eux arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Et je pense que le plafond de verre a explosé à ce moment précis. Dans le train, fatigué. Absolument. Toutes les émotions. Et là, écoute, 2015, 2016 et 2017 ont été 3 années assez extraordinaires, avec l'apogée dont je te parlais tout à l'heure. Mais voilà. Alors, j'ai vécu énormément de bons moments dans ma vie, avec beaucoup de personnes que j'ai beaucoup appréciées, la plupart d'entre elles que je continue à côtoyer. Mais c'est vrai que ce moment-là, s'il fallait en ressortir un, ce serait vraiment ce moment-là. 1, parce qu'il était magnifique, et 2, parce que je l'ai partagé avec Arnaud. Donc pour toutes ces raisons... Et que tu as besoin de partager.
Ouais, je sais pas si c'est bien parce que quand on écoute du développement personnel, il faut que la réussite soit personnelle, etc. Moi, j'ai besoin effectivement de la partager Ouais. avec des gens que j'aime. En plus, c'est pas juste de la partager, c'est de la partager avec des gens que j'aime vraiment. Et c'est comme ça qu'on va partager notre future réussite, puisque Ouais. tu fais partie des gens que j'aime vraiment. Et c'est vrai que voilà, cette réussite partagée avec Arnaud était très importante pour moi. Bon, moi, ça me parle bien. J'espère que ça parle à tout le monde. Mais moi, je comprends. C'est pareil. J'ai pas de réussite tout seul. Ça me fait rien. D'ailleurs, dès que j'ai un truc ou que je vois quelque chose qui me plaît, ou il y a un moment, Tu partages? j'essaie tout de suite de trouver quelqu'un pour Bien lui sûr. raconter parce que je sais pas, le fait de le raconter, je vis là-dedans. Et c'est sinon, ce truc-là, je rentre chez moi, Après, je te disais que les gens comprendraient pas forcément, mais un de mes mentors, qui est Laurent Vimon, disait que un bon manager, c'était grandir en faisant grandir les autres. Tu avais cette notion déjà de partage. Moi, réussir tout seul, je t'avouerais que c'est pas. D'ailleurs, c'est quoi réussir? C'est très compliqué. C'est des petits moments, c'est des petits succès, et pour moi, tout ça, ça se partage. Donc vraiment, c'est un leitmotiv pour moi, et je sais que je ne ferai jamais quelque chose où je peux réussir tout seul. D'accord. Il y a ce besoin-là. On a eu ton meilleur moment, ta plus grande déception, tu t'en rappelles? Ça t'a marqué? Tu veux nous en parler ou tu veux pas? Non, franchement, Ouais, de toute façon, t'effaces après, tu m'as promis. Hein. Ouais. Non, c'est juste que j'ai rien qui me marque. Il y a eu des grosses difficultés, notamment financières. Enfin, c'est plus là dans ma vie de chef d'entreprise que dans ma vie d'agent immobilier, en fait, que j'ai connu des moments difficiles. Dans ma vie d'agent immobilier, c'est le métier. Il y a des hauts, il y a des bas. On se prend des grosses gifles monumentales. On a des bonheurs intenses. Enfin, c'est le métier qui fait ça. Ça fluctue et C'est ça. Ça descend bas, ça monte très haut. Mais c'est le métier d'entrepreneur que j'adore, qui me fait vraiment, pour le coup, là aujourd'hui, je me positionne d'ailleurs plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'agent immobilier, puisqu'on entreprend dans plusieurs domaines, notamment ensemble. C'est quelque chose qui est assez excitant parce que on doit manger maintenant, donc faire du chiffre là tout de suite pour pouvoir faire tourner les boutiques, etc. Mais tout en mettant en place des projets qui, eux, vont éclore un peu plus tard. Donc, il faut avoir cette vision. On est en permanence en train de jongler entre cette vision à court terme, cette vision à moyen et long terme. Et c'est assez excitant, mais parfois, c'est assez angoissant, voire même très angoissant. Et c'est ces moments d'angoisse que je peux te dire comme étant des souvenirs. J'ai pas, moi, les contraintes que tu as. C'est pas aussi lourd, donc je peux pas me mettre à ta place. Attends, je pense vraiment, un entrepreneur, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui a une SARL, 15 employés, etc. Quelqu'un qui est tout seul, un solopreneur, comme on dit, peut avoir ces mêmes sentiments d'angoisse. Alors, pas à la même échelle, je te l'accorde, mais cette vision de manger maintenant tout en mettant en place un plan pour plus tard, je pense que quel que soit l'entrepreneur, du petit solopreneur jusqu'à Jeff Bezos, je pense que c'est la réalité pour tout le monde, quoi. D'accord. Bon, on va faire un truc. Tu vas imaginer, tu fermes les yeux ou pas. On revient 25 ans en arrière. Christophe, plus beau, plus maigre, plus de cheveux. Et... Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. Ouais. Essaye de voir. Est-ce que tu t'imaginais comme ça? Est-ce que tu imaginais ton parcours? Est-ce que tu imaginais que ce parcours ressemblerait à celui qu'il est aujourd'hui? Assez, ouais. Assez, oui, parce que moi, ce que je voulais, c'était m'ancrer et m'enraciner quelque part. Ce que j'ai fait en arrivant à Sèvres au départ, que je ne connaissais pas du tout. T'étais pas de Sèvres? Non, moi, je suis de Cachan. D'accord. Et simplement, alors pour le coup, c'est vraiment par respect pour Jean-Marie de Souza qui m'avait donné ma chance chez Guy Hockey, que je n'ai pas ouvert mon agence à Cachan, pardon. Alors que je connaissais tout le monde. Enfin, moi, j'ai vécu à Cachan, j'ai fait du foot, j'ai fait ma scolarité. Ça aurait été commercialement beaucoup plus simple pour moi d'ouvrir à Cachan. Mais vraiment, je me voyais pas me mettre en face de la personne qui m'avait donné ma chance. Okay. Donc ça, c'était quelque chose d'exclu, voilà. Et quand j'ai rejoint le réseau Keops, on a simplement fait une étude de marché qui m'a montré que Sèvres, aux portes de Paris, à proximité immédiate de Boulogne, était un marché potentiellement très intéressant. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Sèvres. Et une fois que je suis arrivé à Sèvres, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de m'ancrer dans la durée. Et oui, si je ferme les yeux, que je regarde hier et où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je suis plutôt content du chemin qui a été parcouru. D'accord. Mais ça ressemble à ce que tu voulais. Est-ce que tu avais vu ou pas? Alors, c'est un des problèmes que j'avais quand j'avais 23 ans, c'est que je n'avais pas forcément de vision aussi lointaine, tu vois. C'est notamment, c'est ce qui a rendu les choses aussi difficiles. J'étais pas comme aujourd'hui avec cette volonté d'avoir des objectifs précis, savoir vraiment vers quoi t'avançais. À l'époque, tout ce que je voulais, c'était faire de l'argent. Pour parler clairement, j'ai ouvert mon agence pour gagner de l'argent. Point. Basta.
former, ça a toujours été dans mon leitmotiv. Encore une fois, monter une équipe. Ça faisait partie de ton chemin. Quand Absolument. On l'a fait. Donc, c'est là où je te dis que je considère que... Mais je peux pas te dire que quand j'avais 23 ans, je me voyais, voilà, où est-ce que je serais quand j'aurais 44 ans ou 45 ans. J'avais pas forcément d'idée. Donc, je suis juste satisfait de là où j'en suis aujourd'hui. En fait. T'aimes bien dire. Ouais. Si je ne suis pas bien quelque part, je pars. Ouais, ça c'est... Je m'y retrouve, moi, ça me parle, parce que même personne, à un endroit ou à un autre, avec les mêmes capacités, C'est avec pas tout la même pareil, chose. mais je peux m'éteindre ou m'allumer et ça change tout. Mais des centaines Explique-moi, d'exemples parce que moi, comme ça me parle, et toi, tu le dis souvent. Ouais, moi c'est mon leitmotiv parce que, enfin, on est sollicité en permanence sur des projets, sur des associations, sur plein de choses, et je pense que c'est important d'être épanoui dans l'endroit et dans le business dans lequel tu es. Et si tu ne l'es pas, j'ai du mal à comprendre les gens qui y restent malgré tout. Quel que soit le business, quel que soit le statut, et qui se plaignent et qui sont malheureux, etc. C'est la peur, non? Peut-être. Mais peut-être pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai cette peur. Pas de partir, ça c'est pas un problème. C'est pour moi partir, et l'inconfort, c'est une zone de confort. L'inconnu. J'en ai pas besoin. Ouais, mais moi, tu me connais. L'inconnu et l'inconfort, je le prends. C'est quoi qui te fait peur alors? D'échouer, de rater, Mais j'étais élevé à coups d'échecs sans rien réussir. D'ailleurs, on dit tout le temps, ceux qui réussissent sont ceux qui échouent le plus. Donc, tu prends Michael Jordan ou des grands gars comme ça. Moi, j'attends encore de réussir parce que échouer, j'ai déjà bien fait. Ouais, mais même si on se l'est dit, on apprend. C'est de l'apprentissage puisque j'en tire des leçons et ça m'a, à chaque fois, je fais un peu mieux et à chaque fois, je comprends et j'apprends et c'est la réalité. Mais ça, c'est un dogme aussi que je partage complètement. C'est les échecs qui t'amènent à la réussite. Et alors, je dis pas qu'il faut avoir beaucoup d'échecs pour réussir, mais clairement, quand tu as un échec, en tout cas, c'est un chemin vers la réussite. Mais pour en revenir au dogme de t'es bien où tu t'en vas, si la peur de l'échec, c'est ce qui t'anime. En n'étant pas bien dans un endroit, c'est là où quand même tu te mets le plus en difficulté, moi je parle, j'ai pas ce problème potentiel d'échec. Parce que je pense que c'est des personnes qui ont besoin de sécurité, ça c'est encore un autre truc, et qui ont peur de ce qu'elles vont trouver après. Ça c'est quelque chose, moi je le rencontre pas personnellement. Je suis pas bien, je m'en vais, j'essaye, je suis prêt à tomber, à rebondir. Mais encore une fois, je peux tout comprendre. C'est juste à ce moment-là, viens pas te plaindre, viens pas râler, viens pas tout ça. Voilà, c'est juste ça. C'est à la limite, c'est un choix qui est respectable. Faut l'assumer. Comme tous les choix qu'on fait dans la vie, je pense qu'il faut les assumer et que si tu choisis de rester alors que t'es pas bien, soit. Mais à ce moment-là, assume. Moi, l'idée c'est que tout le monde soit bien. Tous ceux qui font partie de l'environnement, que tout le monde puisse en bénéficier et se lever, être content le matin d'être là et aussi se sentir capable d'aller plus loin, de se dépasser, de s'épanouir. C'est pas que gagner de l'argent, même si bien sûr tout le monde essaye de gagner de l'argent. Je te rejoins sur un point qu'on a déjà évoqué et moi, ça me parle bien. Pour toi, le pro et le perso sont liés. Oui. Et puis, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas parce que le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison. Moi, ça me parle parce que je suis toujours un peu la même personne dans les deux. Et puis, quand je suis à la maison, je touche au travail. Et quand je suis au travail, les deux s'en mêlent un peu. Explique-moi un peu cette vision-là de... Alors, pour moi, c'est logique. Voir, comme dirait Denis Beauville, c'est presque évident. Alors, ça ne l'est pas puisque tout le monde ne partage pas, mais bien sûr. C'est peut-être aussi parce que je fais un métier qui n'est pas un métier pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est maintenant ancré en moi, que je fais par plaisir. Et je ne peux pas être bien dans un domaine et pas bien dans l'autre et vice versa. C'est-à-dire que si ça se passe pas bien dans ma vie perso, comme c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, comme tout le monde, et ben ça a forcément un impact sur mon pro. Et vice versa, si le pro est difficile, etc., et ben forcément tu rentres pas à la maison avec la banane, t'es pas le papa le plus épanoui, le mari le plus aimant. Pour moi, il y a forcément un principe de vase communicant où l'énergie de l'un va sur l'énergie de l'autre. Ouais. Les deux se ressemblent. De toute façon, tu es la même personne, donc exactement. Tu peux pas être bien, up, down. Mais c'est là où je te disais que c'est parce que justement, je mets pas un costume le matin pour aller au travail, c'est-à-dire que je suis la même personne. Donc oui, exactement, tu as raison. Peut-être si quelqu'un fait un travail où il se lève le matin, il met un costume, il va, il fait ce qu'il a à faire, il rentre le soir, il peut peut-être mettre cette séparation complète entre la vie pro et la vie perso. Ouais. Je pense que dans notre métier, c'est plus compliqué. C'est plus dur. Ouais. Et du coup, en 25 ans, t'as pas fait le tour du travail. Qu'est-ce qui te stimule aujourd'hui? Qu'est-ce que tu apprends? Alors,
Je ne le fais plus de la même manière, ça c'est sûr. C'est-à-dire que les heures de prospection, etc., je les fais plus. J'aide mes collaborateurs à le faire, mais moi-même, je ne prospecte plus de la même manière. Ce qui me motive aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à Sèvres, c'est de revoir des clients qui ont bénéficié de mes services il y a quelques années, qui reviennent me voir, etc. Ça, je vois pas comment tu peux te lasser de. En fait, je suis beaucoup plus maintenant sur la relation humaine que sur le commercial type. Donc, c'est beaucoup plus confortable, mais je l'ai gagné en étant présent sur le même secteur depuis 20 ans. C'est pas quelque chose que tu peux faire en 6 mois, 1 an, 2 ans. Il faut vraiment s'investir sur son secteur. Bien sûr. Et c'est ce que je fais pas, parce que moi, j'ai pas ta stabilité. Et comme j'ai beaucoup changé, c'est le genre de choses que ça complique. Je perds pas. C'est vrai que quand tu changes, moi, souvent, ça me fait vivre parce que ça me stimule et je suis reparti. Ouais. Le problème, c'est que dès que je suis dans ma zone de confort, je meurs à petit feu. Tu t'ennuies. Je suis toujours obligé de me mettre en galère. En fait. Tu t'ennuies. Après, on pourra en parler dans d'autres podcasts et puis dans d'autres circonstances. Mais non, effectivement, je parler de moi. On parle de nous, bien sûr. Mais effectivement, tu as été diagnostiqué TDAH et forcément, ta personnalité fait que mes besoins à moi ne sont pas les tiens et bien que sûr. Ce qui peut effectivement, moi je te parle d'enracinement, je te parle de longévité, je te parle effectivement de faire la même chose depuis 20 ans et je suis heureux. Mais toi, tu serais fou. Donc, effectivement, mais c'est peut-être là aussi où on se complète. Ça, il dit ça. La plupart des choses dont rêvent les gens d'ici me feraient mourir d'ennui. Tu vois ? Non, mais c'est incroyable. Alors, Orelsan a écouté, réécouté, parce que c'est un peu notre philosophe en ce moment. Mais voilà, c'est pour ça, chacun son chemin de vie, chacun son... Moi, là, tu me poses des questions sur moi, donc je parle de moi. En aucun cas, bien sûr. Mais en aucun cas, c'est une doctrine ou c'est quelque chose où je dis c'est comme ça, il faut, etc. D'accord. Chacun viendra. Tu as fait une vidéo magnifique, encore une fois, sur le TDAH que j'invite vraiment les gens à aller voir. Chacun va y trouver, prendre ce qu'il a à prendre, laisser ce qu'il a à laisser. C'est de la même chose sur ces podcasts. Nous, on vous raconte des choses. Nos invités vous raconteront des choses. Prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste. Ceux avec qui ça parle. Exactement. On ne prétend pas avoir raison. Mais on veut faire les choses à notre façon. Exactement. Pour être heureux, c'est tout. Voilà. Pour bien les vivre. Et on explique notre façon, justement. Pour le transmettre. Et tu peux le transmettre que quand tu es bien. Et du coup, aujourd'hui, tes motivations, tes projets, c'est quoi ? Tu me disais, tu n'as pas fait le tour. Mais est-ce que tu as d'autres motivations, d'autres projets parce que tu as 44 ans, il reste du temps encore. Sauf si tu as prévu de t'arrêter dans 2 ans de travailler, mais je ne pense pas. Non, parce que vraiment, je travaille pas encore une fois. Et puis, j'arrive maintenant suffisamment à aménager mon organisation pour avoir mes moments de soupape perso de décompression, le golf pour pas le citer, je te casse la tête avec ça, mais ça m'a piqué. Donc non, mais c'est vrai que c'est important. Je comprends, la sensation elle est belle. Il y en a c'est de courir, il y en a d'autres c'est la salle, il y en a d'autres c'est la musique, il y en a d'autres peu importe, mais je pense que voilà, c'est important de réussir à trouver cet équilibre et effectivement aujourd'hui, je pense l'avoir trouvé. Donc je pense avoir l'endurance pour tenir encore quelques temps. Mais effectivement, des projets, alors j'en ai beaucoup, un certain nombre en commun avec toi. Ce que je veux surtout, c'est gagner de l'argent, mais je commence toutes mes phrases comme ça, je sais que c'est pas ton leitmotiv, mais... Si, mais ça, attends, mais si. Non, mais c'est pas un like fait me lever, voilà. Moi, mais ça a été quand j'avais 23 ans et que j'ai ouvert l'agence et qu'il fallait que je construise ma vie, que j'achète ma maison, que je me marie, que j'ai des enfants, etc. Non pas qu'aujourd'hui je n'en ai pas besoin, loin de là, mais j'ai besoin d'autre chose et cette autre chose, c'est aujourd'hui, c'est de la transmission. C'est d'aller, que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers effectivement des sites internet qu'on est en train de créer, des podcasts, etc. Transmettre un maximum de cette beaucoup de partage. Ouais, c'est vraiment transmettre ça. Et puis retrouver des personnes qui partagent la même vision pour avoir des échanges avec eux. Ouais, exactement. Comme on en a déjà rencontré pas mal. Et j'ai envie d'agrandir mon cercle de partage là aujourd'hui. Enfin, depuis 20 ans, tout tourne autour de mon agence et de mon équipe. Et aujourd'hui, j'ai envie d'élargir ce cercle de partage. Et tiens, c'est un pourquoi du podcast. On peut nous demander, et on me le demande. Je sais pas si on te le demande, mais pourquoi vous faites ça, quoi. C'est exactement. Tu veux être influenceur ? Je dis non, pas du tout. Maintenant, je préfère partager que faire des techniques de prospection plus anciennes. Et à moi, tu sais que ça me parle pas du tout et que là, tu me mets une boule dans le ventre vraiment. Si tu me les fais faire, parce que ça n'a pas de sens et j'ai pas envie de faire des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui, je pense. Et puis après, c'est vraiment de partager et avec le plus de personnes possible, parce qu'on rencontre plein de personnes, on parle de nos idées, on a d'autres idées qui viennent. Et puis cet échange, c'est stimulant. Les gens, ça brille dans leurs yeux.
puis moi je kiffe. Ouais, exactement. J'adore. D'ailleurs, rien qui est préparé. On a un fil rouge de sujets qu'on va aborder, mais en aucun cas, là, on est vraiment dans la spontanéité la plus totale. Toi plus que moi. Après, quand tu dis que tu veux pas être influenceur, si Magali Berda nous regarde et qu'elle veut qu'on fasse quelques placements de produits moyennant finance, moi, je suis tout à fait prêt à mettre des costumes de marque Hugo Boss. Je ne sais pas qui c'est. Tu ne connais pas? Non. Bon, bah, encore une fois, on se complète bien, tu vois. Je sais pas. Franchement, tu rates pas grand-chose. Vas-y, continue. D'accord. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé de faire un bond en arrière, de te rappeler. Ouais. Maintenant, je vais te demander de visualiser. Dans 5 ans, t'es heureux et épanoui si t'as fait quelque chose, si t'es quelque part. Je connais déjà un peu la réponse, j'ai déjà une idée. Mais t'es heureux et épanoui dans 5 ans si ton quotidien c'est. Je t'écoute. Franchement, c'est le même qu'aujourd'hui, mais avec ce qu'on est en train de mettre en place qui est... C'est quoi que tu étais en tête? Tu crois que je vais dire? Bah, tu vas me parler du golf. Ouais, j'en étais sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, je serais heureux et épanoui dans 5 ans si j'arrive effectivement à mettre en place une organisation de travail qui me permette de plus en plus de pouvoir profiter de cette passion nouvelle et de pouvoir faire des voyages golfiques, de pouvoir faire des séjours un peu plus sympas. Et mais c'est pas incompatible, tu sais, le golf a cet avantage de pouvoir faire aussi du business en jouant, de rencontrer des gens intéressants. C'est là où je te dis que ma vie d'aujourd'hui, la même, mais un stade au-dessus par rapport aux projets qu'on est en train de mettre en place, qui seront à ce moment-là dans le succès, moi je suis heureux. Je suis déjà heureux. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qui parte en cacahuète dans ma vie, si j'ai la même vie dans 5 ans, en ayant avancé encore, bah, je serais d'autant plus heureux, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, pour répondre à ta question, tu m'aurais posé, là, il y a 25 ans, j'étais sur le pro. Aujourd'hui, quand je fais cet exercice que tu me demandes de transposer dans 5 ans, j'ai plus l'image de mes enfants, j'ai plus l'image de ma famille, j'ai plus l'image de moments personnels. Et c'est justement ma réussite professionnelle. Aujourd'hui, je veux qu'elle me serve à pouvoir avoir des moments personnels de meilleure qualité et même en quantité, les deux. C'est-à-dire de meilleure qualité, mais aussi plus nombreux. Et là, je serais vraiment heureux, ouais, absolument. En optimisant ton temps, t'optimisant toi-même. L'efficience, d'ailleurs, encore une fois. Beaucoup de mindset, je crois que c'est un truc qui nous réunit, parce qu'il y a 2 écoles, il y a 2 visions. Il y a ceux qui ne peuvent pas voir ça parce que c'est les gourous, et c'est vrai, c'est des gourous. Ok. Après, tu prends ce que tu veux et tu laisses ce que tu veux. Puis il y a ceux qui se disent, j'ai envie de changer des choses chez moi, et ça se change pas tout seul, donc il faut bien faire quelque chose. Et tu démarres ou par le mindset, ou alors, sauf si t'as un mental d'enfer déjà de base, sans, mais bon, c'est rare quand même. Moi non plus, je connais pas. C'est rare. Non, je pense que effectivement alors on en discute souvent, c'est un peu galvaudé le mindset aujourd'hui. Donc, mais c'est comme tout. Prends ce qui te parle, laisse le reste et juste applique. Voilà, la seule chose, et c'est un problème que j'ai. Hein, donc, encore une fois, tu vois, quand je te dis, je suis pas dans le donnage de leçons, etc. Je parle spontanément. Ouais. Je suis le premier quand je lis une phrase mindset qui me parle, d'avoir l'impression d'avoir compris et appliqué cette phrase. Or, pour l'instant, la seule chose, c'est que je l'ai lu et que je suis d'accord avec. Oui. Mais il y a tout un cheminement pour que cette phrase devienne une action. Et c'est là où tu réussis. C'est quand tu transformes ces principes de mindset en action. Tant que ça reste de la psychologie, tant que ça reste de l'automotivation, tant que ça reste à l'intérieur de toi, ouais, ça t'amène nulle part. Nulle part, ouais. T'as juste un sentiment de... T'as une phrase que tu répètes comme un imbécile. Ouais, exactement. et comme tu le dis, en plus, on a l'impression de l'avoir fait. C'est ça qui est dangereux avec la psychologie. C'est que le cerveau peut te donner cette impression que parce que tu as compris quelque chose, tu l'as fait. Mais non, c'est 2 choses différentes. Tu peux comprendre quelque chose, mais après, il faut le mettre en pratique. Et c'est là où tu regardes nos amis formateurs qui te disent que sur les formations, tu vas retenir peut-être 10% de ce que tu as vu en formation, alors que tu as compris pratiquement tout ce qui t'a été transmis, ouais, mais tu vas ne mettre en place que 5 à 10% de ce que tu as. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bien sûr, et les jours passent, et puis c'est pareil, si tu ne le fais pas tout de suite. Mais tout à l'heure, on parlait de performeurs. Les vrais performeurs, c'est ceux qui font. C'est ceux qui passent à l'action, c'est ceux qui mettent en place des choses. La psychologisation de l'action est très dangereuse, parce que tu as l'impression d'avoir fait les choses. Je te donne un exemple concret. Je dis à mes collègues de faire une relance acquéreur. Tu as celui qui va prendre son téléphone et qui va passer 50 appels
bêtement, et je mets des gros guillemets parce qu'en réalité c'est extrêmement intelligent, et il y a celui qui va commencer à préparer un tableau Excel, les trier par ordre alphabétique, par budget, par type de recherche, etc. Et à la fin de la journée, il en a levé 3, alors que l'autre, il en a levé 300. Et cette différence-là, c'est ça qui va faire qu'il y en a un qui va performer, et l'autre, quand bien même il a tout compris, quand bien même il a tout, mais dans l'action, il n'y a pas, quoi. Et c'est la seule chose qui fait fonctionner, c'est l'action. Absolument. Dis, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Je crois que ça, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, comme toutes les modes, il n'y a que des passionnés de l'immobilier. Alors, le gars, il travaille depuis 2 semaines, il est passionné depuis toujours. Et c'est... Pour toi, sur 10 personnes, il y a combien de passionnés de l'immobilier, et il y en a combien qui viennent uniquement pour la promesse de gagner de l'argent, et puis c'est tout, quoi. Pas forcément. Alors, pas forcément que pour gagner de l'argent, mais cette passion de l'immobilier ou de la relation humaine, effectivement, mais même moi, parfois, je peux dire ça et ne pas forcément le penser foncièrement. C'est très fluctuant. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de candidats en entretien où qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire de l'immobilier? À cette question-là, on me répond mais j'ai toujours adoré l'immobilier, c'est une passion, et puis les relations humaines, etc. Et puis quand tu es confronté à la réalité après, tu vois que c'est un vrai métier qui nécessite effectivement de l'aimer, qui nécessite d'aimer être en contact avec des gens, qui nécessite aimer les émotions des gens aussi, parce que les émotions vont dans tous les sens. Exactement. Et ça se passe d'une personne, avec une personne, ça se passe d'une manière, et avec une autre, c'est complètement à l'inverse. Et puis, bienvenue dans le monde de l'humain, comme dit l'autre. C'est exactement ça. C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est qu'on est en contact avec l'humain. Mais des vrais passionnés de l'immobilier, allez, si tu me demandes sur 10, je te dirais peut-être 1,5, 2, grand maximum. Mais effectivement, 10 sur 10 se prétendent être passionnés par le métier. C'est pas vrai. Tout le monde. C'est pas vrai. Tout le monde. Ouais. Et je connais d'excellents agents immobiliers, de très grands performeurs qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font. Bien sûr. Vraiment. Mais qui ont trouvé un métier qui a plein d'avantages, que ce soit sa gestion du temps. Ils ont trouvé leur motivation. Mais exactement. Mais t'es pas obligé d'aimer ce métier pour réussir, par contre. Ça, c'est vrai. Souffle un peu. En 2 minutes chrono. Je te mets 2 minutes, je mets le chrono. Tu me parles du marché immobilier depuis le début de l'année en accéléré. Je veux que tu ailles vite. Et tu me fais ça en 2 minutes chrono. Je sais pas, c'était trop facile d'en parler normalement. Il fallait que tu me mettes à challenge. Tu vas vite. 2 minutes. On est le 1er janvier 2023. Le marché immobilier. 2023 et tu me parles jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mars 2024, 1er janvier 2023 jusqu'à mars 2024. Tu as 2 minutes, tu me racontes le marché immobilier, je veux pas en rater une miette et je veux que ça aille vite. Pas de souci. Non, mais écoute, c'était cousu de fil blanc ce qui s'est passé en 2023, puisque dès septembre 2022, on avait les premiers signes déjà. Il y a eu un ralentissement très important du marché en 2023, dû à une hausse des taux, le taux d'usure, etc. Je pense que je vais pas perdre des secondes à expliquer ça. Mais ce qui est dommage, c'est que tout est tombé en même temps et que ça a créé un vrai blocage. Et ce blocage-là, depuis le 1er janvier 2024, est en train de sauter, puisque de toute manière, les gens ont besoin de se loger, que les taux d'intérêt sont en train de baisser, et que le marché, depuis le début de l'année, je le trouve très dynamique et très intéressant. Très technique, mais ça, c'est plutôt positif. S'il me reste un peu de temps, ah oui, ça va. Il te reste du temps. J'aime beaucoup le marché qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que te ramollis pas quand même. Hein. Non. J'aime beaucoup le marché qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que certes, il y a du business, mais contrairement à avant, il suffit pas de mettre une annonce sur Se Loger ou sur Le Bon Coin pour avoir un acheteur et faire une vente. Il y a quand même une vraie technicité à avoir et ça, j'aime pas le mot, mais ça nettoie un peu le marché de gens qui s'y sont retrouvés plus par opportunité. Ah pardon, je te coupe. Vas-y, non, vas-y. Parce que ça fait un peu le Karcher de Sarkozy, c'est pas très joli, le nettoyage on parle de gens, tu vois. Donc, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont venus à l'immobilier en se disant c'est facile, j'ai mon cousin qui vend, au lieu de donner ça l'info, je fais une vente, je réseau un réseau de mandataires, je prends 75% de la com et je suis agent immobilier. Dieu merci que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, il faut être un vrai professionnel pour réussir dans le métier. D'accord. Bah c'est bon, on est minute 30, c'est bon, t'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Le marché immobilier va comment alors? Tu le sens comment là pour... Là, je te dis, depuis le début de l'année, je le sens vraiment porteur. Les acquéreurs reviennent. Enfin, il fallait vivre quand même 2023 pour voir la différence. Je pense 2023 chaud. Ceux qui nous écoutent l'ont vécu aussi. Ouais. On a passé des journées entières sans avoir un seul appel d'acquéreur. Ça n'existe plus aujourd'hui. Quand on rentre des belles affaires, exclusivité, au prix, bien commercialisé, belles photos, etc. Eh ben, ça sonne. Nickel. 2 minutes. Bravo. Tu me parles souvent dans nos échanges du marché après Covid.
que c'était une anomalie, des taux anormalement bas, des prix anormalement hauts. Quand tu parles d'anomalie, dis-moi un peu plus. Tout simplement, on avait des taux d'intérêt à moins de 1%. Enfin, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai la chance de côtoyer de près le crédit mutuel, donc on échange beaucoup sur ces trucs-là. Au moment où les banques prêtaient à 1%, elles achetaient l'argent plus cher que ce qu'elles ne te le prêtaient. C'est-à-dire qu'elles prêtaient à perte. C'était évidemment une situation qui n'était pas amenée à perdurer. C'était juste pas possible. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on est passé de 1 à 5 en 12 mois. C'était beaucoup trop violent comme remontée. Mais d'être entre 2,5 et 5%, c'est la norme depuis les 20 dernières années. Tu regardes la moyenne des taux d'intérêt, on a toujours été dans ces eaux-là. Moi, j'ai acheté à 5,5% en 2011. Alors, certes, les prix étaient plus bas, et ça, c'est aussi l'un des rares effets positifs de ce qui s'est passé en 2023, c'est que on est revenu à des prix qui étaient quand même un peu plus cohérents. Il y a une telle envolée post-Covid. Jusqu'où ça pouvait aller, visiblement pas beaucoup plus loin puisqu'on les prix sont en train de baisser, mais des taux d'intérêt normaux à des prix normaux, aucune raison que ça marche pas. D'accord. Là, on était à des taux d'intérêt ridicules à des prix ridiculement hauts. Donc c'était complètement artificiel. Tu pouvais acheter à 1 million d'euros quelque chose qui en valait 800 000 parce que l'argent que tu empruntais te coûtait 200 000 de moins. Donc à l'arrivée, ça te revenait au même. Là, on est juste revenu à quelque chose qui vaut 800 000, on le vend à 800 000 et le taux d'intérêt, il est à 3,5, 4%. D'accord. Normal. Après 2008, 2009, tout le monde disait que le marché s'était autorégulé, que c'était descendu, il y avait une crise, et pourtant, c'est reparti de plus belle quelques années après. Est-ce que ça va pas refaire ça encore? Parce qu'on dit que maintenant, les prix ont corrigé, que c'est devenu plus cohérent. Ça va pas repartir encore à la hausse dans 5, 6? Non, mais si, bien sûr. Ça va continuer. Non, mais attends, mais ça, c'est le principe, c'est comme la bourse, c'est comme l'immobilier. Si tu pars en 2000 et t'arrives en 2030, t'as forcément une augmentation. Mais dans ce laps de temps-là, tu vas avoir des périodes comme on a connu. Alors, comme tout. Pas comme ça en immobilier, contrairement à la bourse, c'est l'avantage, parce que c'est quand même beaucoup plus linéaire, mais tu peux avoir des petits accidents, comme on est en train de connaître, où effectivement les prix se régulent, mais ils vont repartir à la hausse, parce que poussés par une demande plus importante, peut-être une baisse des taux d'intérêt, même si on reviendra jamais à 1%, mais là on est à 3,8%. Ça m'étonnerait. Mais là, on est à 3,8. Si tu arrives à 2,9, ça fait déjà un écart qui peut justifier effectivement une hausse des prix. Oui, dans 10 ans, l'immobilier coûtera plus cher qu'aujourd'hui, c'est sûr. Ça sera encore monté. Quand tu parles du marché immobilier, tu dis souvent c'est le marché parfait parce qu'il s'autorégule. Ouais, parce que c'est vrai, je suis d'accord avec moi. En fait, je trouve que c'est un des rares marchés, quand tu y réfléchis, pour pas dire le seul, où le produit, l'offre et l'acquéreur, la demande, se rencontrent parfaitement. Et s'ils sont d'accord, il y a vente. S'ils sont pas d'accord, il n'y a pas vente. Donc, pour qu'il y ait vente, il faut que ça se régule et que les deux se mettent d'accord. C'est là, dans ce sens-là, où je te dis que c'est un marché parfait qui s'autorégule en permanence, puisque si ce qui est offert est trop cher, il n'y aura pas de demande. Pour choper la demande, il faut que l'offre baisse ses tarifs. Et là, tu rejoins l'offre. Donc, on est en permanence en train de réajuster le marché pour que l'offre rejoigne la demande. D'accord, je te propose quelque chose. Je te donne 10 idées de business immobilier. Okay. Bonne ou pas bonne, hein, c'est comme ça, c'est des trucs balancés. Okay. Tu me dis si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Ça te va? Je te donne mon avis en tout cas. D'accord. Acheter un bien un peu au-dessus du prix du marché, mais sur un marché bas, en voulant en tirer une plus-value quand le marché va remonter. C'est-à-dire que tu achètes un truc un peu trop cher, mais sur un marché qui est bas, et tu te dis de toute façon quand ça va remonter, ça va se vendre. Est-ce que c'est le moment d'acheter tout et n'importe quoi ou pas? Alors si la question c'est bonne idée ou pas bonne idée, non, c'est pas une bonne idée d'acheter au-dessus de la valeur réelle. Maintenant, je peux comprendre la logique de se dire, mais uniquement si c'est une résidence principale, si tu veux. C'est-à-dire que ce bien-là me plaît, il est certes un tout petit peu au-dessus de la valeur qui vaut réellement, mais comme je vais rester 10, 15 ans dedans, de toute manière, les 10 000 euros que j'ai payés en trop aujourd'hui, je m'y retrouverai plus tard, etc. Ça, je peux le comprendre. Okay. Mais de là à dire que c'est une bonne idée, non. Non, c'est pas une bonne idée. Alors. Non. D'accord. Acheter des parkings en queue de programme qui ne se vendent pas parce qu'ils ont des défauts, mais en faire des stationnements moto et les louer. Oui. Oui, j'ai vu. On a vu la même émission. Ouais. Alors, c'est une bonne idée,
Mais moi, voilà, franchement, couper une place de parking en 4 pour gagner 60 € par mois, oui, c'est rentable. Si certaines personnes n'ont pas beaucoup, par exemple, de budget et que elles veulent optimiser leur investissement, c'est une bonne manière de le faire. Mais c'est beaucoup de travail pour, voilà, à l'arrivée, même si la rentabilité est à 2 chiffres, on parle de sommes qui restent quand même pas très importantes. D'accord. Acheter pour l'investissement dans une copropriété mal entretenue avec une ambiance pourrie. Donc en partant du principe que ça va pas s'arranger tout de suite. Par contre, tu l'achètes moins 20% du prix du marché. C'est à 100 000, tu l'achètes 80 000. Ah ouais, même moins, c'est pas assez. Allez, tu l'achètes 70 000, 30% en dessous du prix. Et la copro est pourrie et entretenu, et l'ambiance est pourrie aussi. C'est-à-dire que. Et ben là, à l'inverse de ta question, ça va pas marcher, tu vois. À l'inverse de ta question de tout à l'heure, je te dirais, si c'est pour faire un investissement locatif, pourquoi pas? D'accord. Puisque là, tu as une vision. Alors, pas tout le monde, mais la plupart des investisseurs ont une vision quand même purement financière. J'achète tant, je peux louer à tant, quelle est la rentabilité? Pour y habiter toi, bon, ça donne pas très envie ce que tu me décris. C'est la question d'après, du coup, pour y habiter, non, pour investir. Non, pour y habiter. Bah, après, c'est encore une fois, c'est mon avis. Je pense que le choix le plus important, le critère le plus important pour l'habitation principale, c'est d'y être bien. C'est s'y sentir bien. Exactement. Ouais, bien sûr. T'achètes une maison. Moins 20% que le prix qu'elle vaut. Ok. Jusque-là, mais elle est trop petite. Toi, tu l'achètes parce que tu dois agrandir. Sauf que tu dois l'acheter tout de suite. T'as pas le temps d'aller te renseigner pour voir si tu peux faire tout ce que tu as à faire. Tu l'achètes pas. Bonne idée, pas bonne idée. Non. Tu peux peut-être le faire, ou peut-être pas. Oui, mais c'est le peut-être qui est pas possible. Ouais, mais si tu achètes moins 20% en dessous du prix, est-ce que de toute façon tu peux pas la revendre? C'est vrai qu'il y a cette, ça après, oui, pas pouvoir y habiter et ça met un délai, forcément ça peut te mettre dedans si c'est ta résidence principale, c'est sûr. Bah, si elle est vraiment moins 20% en dessous de, si ça vaut 1 million, que tu l'achètes à 800 000, que tu peux pas agrandir et que tu la revends à 900 000 après, bon, il y a pas de casse. Mais je conseille pas de faire ce genre de projet sans avoir, je dis même pas de mettre une condition suspensive. Je dis au moins d'avoir été à la mairie, au service de l'urbanisme, se renseigner sur ce qui est faisable, de pas faisable. D'accord. Donc, voilà. Plutôt, je partirais plutôt sur ça. D'accord. Le dernier point, est-ce que il vaut mieux investir avec une forte rentabilité, mais sur un patrimoine qui n'évolue pas trop, qui ne va pas trop à la hausse, comme c'est le cas dans des villes de province. On le voit, tu as 8% de renta, mais quand tu revends 10 ans après, finalement, ça va pas bouger. Ou dans une ville où tu as peu de rentabilité, mais par contre, où le patrimoine évolue, comme c'est le cas un peu ici, où c'est pour de la renta, c'est pas terrible, mais par contre, dans le temps, ça prend de la valeur. Pour moi, là, tu n'as pas de bonne réponse. C'est vraiment, tu as deux profils différents d'investisseurs. Les deux sont bien. La question, c'est est-ce que tu as plus besoin d'une rente ou est-ce que tu as plus besoin de sortir du cash à la fin du projet? Si tu as plus besoin d'une rente, par exemple, je pense à un retraité, bah, il vaut mieux qu'il achète à 100 000 € un appart à Reims qui va lui amener 800 € par mois plutôt qu'une chambre de service à Paris qui va lui ramener 400 € par mois. Même si la chambre de service, plus tard, il la revendra plus cher. C'est vraiment, ça dépend de ton profil. Les deux sont des bonnes idées. Et pour investir, ton conseil serait quoi là? De le faire déjà. Le faire. Ouais, enfin, quand on peut, en tout cas. J'ai jamais réussi à avoir une discussion avec quelqu'un qui veut absolument être locataire toute sa vie et qui a réussi à me trouver des arguments qui étaient suffisamment forts pour que je valide. À part un qui est la mobilité facile. Mais bon, si tu achètes bien, c'est pas non plus un calvaire de revendre et de partir. Mais financièrement, je vois pas comment ça peut être une bonne idée. Donc, déjà, le premier conseil, c'est d'investir le plus tôt possible. À 19 ans, tu as ton premier CDI, achète un petit bien. Même si tu ne l'habites pas, tu le mets en location, tu le revends. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le marché immobilier il est en perpétuelle évolution. Donc, tu l'achètes 100, tu le revendras 120, tu achèteras plus grand, et puis plus grand, etc. Commencez le plus tôt possible. Okay. Ensuite, bien s'assurer justement qu'il n'y ait pas de surprise, surtout. Voilà. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu sais qu'il est pourri, tu le sais. Je dis pas qu'il faut pas l'acheter, mais tu le sais. N'achète pas un bien en pensant que tout va bien, et puis à peine tu as signé, 3 mois après, tu as un ravalement à 15 000 € qui vient te plomber toute ta rentabilité, par exemple. Bien sûr. Voilà. Prendre tous les paramètres. Tous les paramètres sont importants. Voilà. Si tu achètes un truc qui vaut 100 000 à 70 000, pour reprendre l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, tu le sais que c'est parce que tu auras 15-20 000 € de travaux dans les prochaines années de copropriété. Ouais. Mais tu le sais, c'est pas une surprise. Donc, fais-le. Mais voilà, de bien se renseigner sur tout ce qui peut être annexe. C'est pas juste combien ça coûte et combien ça se loue. Ok, ça marche. Et si les gens veulent d'autres renseignements, ils nous appelleront. Allez, ça roule. Bon, moi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui.
C'était un plaisir de lancer ce moment d'échange avec tout le monde. Ouais, c'est passé très vite. Pour que ça roule, c'est passé très vite. Je veux dire, ça fait au moins une quarantaine de minutes quand même. Dans le prochain épisode, la prochaine fois qu'on se revoit, on va rencontrer une personne que j'ai plaisir moi à présenter. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais au fond du trou et il m'a aidé à monter. Et putain, tu m'as toujours dit d'ailleurs, il est super ce gars-là quand je t'en parle. Ouais, et je suis vraiment très, très heureux de le rencontrer, vraiment. Il m'a aidé à monter centimètre par centimètre. Et puis on le voit donc la semaine prochaine. Ça va être génial. Christophe, à la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir, Mika. On va aller Mika. boire un coup, mais on se dit à la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé. Essayez pas de retenir parce que là, tout de suite, on va tout effacer. Sorry. Christophe Al Youssef. Allô, c'est Mika.